Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue, c'est Sens Public, votre rendez-vous quotidien de débat, de chroniques et de reportages sur Public Sénat. On est ensemble du lundi au jeudi, 18h, 22h, pour donner du sens à l'actualité grâce à nos invités experts. Et voici le sommaire de ce 13 décembre. La commission mixte paritaire, elle se réunira lundi. 7 sénateurs, 7 députés. Sous pression, peuvent-ils aboutir à un compromis, sauver le texte immigration? Que restera-t-il de l'équilibre souhaité initialement par le gouvernement? Et puis surtout, comment Emmanuel Macron peut-il redonner de l'élan à un second quinquennat toujours plus dans l'impasse? On répond à ces questions dans une minute. Et puis pour notre second débat, c'est un chiffre que je vous propose, le chiffre d'un scandale: 118 femmes tuées par leur conjoint ou ex-conjoint en 2022. En réalité, le féminicide n'est pas seulement un crime individuel, c'est un crime collectif. C'est pas seulement le crime d'un homme, c'est le crime d'un État. Parce que quand les femmes ne sont pas protégées dans leur pays respectif, il y a un grave problème institutionnel. Pourquoi la France n'arrive-t-elle pas à mettre fin au féminicide? Est-ce un crime d'État, un manque de volonté politique? Faut-il inscrire ce terme féminicide dans notre code pénal pour mieux le combattre? Le constat, les exemples à suivre en Europe, il y en a. Et puis les solutions esquissées en France depuis quelques années. Tout cela, c'est à découvrir dans 3 quarts d'heure. Mais d'abord donc les contours de cette commission mixte paritaire très attendue avec Cécile Cixous. Emmanuel Macron l'a dit, il veut une loi immigration avant les fêtes, mais pas à n'importe quel prix. Si la commission mixte paritaire ne trouve pas d'accord lundi, le projet sera purement et simplement abandonné. Lundi, dans cette commission mixte paritaire, chacun saura faire de son côté les pas nécessaires pour arriver à un texte qui sera peut-être le juste nécessaire. Qu'au moins qu'on garde tous les éléments nécessaires pour qu'il soit efficace tel que le demandent aujourd'hui les Français. Le compte à rebours est donc lancé pour trouver un compromis. Elisabeth Borne est désormais à la manœuvre. Elle a reçu ce matin à Matignon les dirigeants de la majorité sénatoriale avec un objectif: tenter de convaincre les LR de bouger leur ligne rouge, à savoir la suppression de l'aide médicale d'État et le durcissement de l'accès à la nationalité. Mais pour le centriste Hervé Marseille, plus mesuré que la droite sénatoriale, rien n'est fait. On peut aboutir à un accord, mais les conditions ne sont pas encore réunies pour qu'il y ait un accord, parce que ce sont des sujets qui sont difficiles, et il y a une double condition, c'est de trouver un accord pour la commission mixte paritaire, mais également un accord susceptible d'être validé par le Sénat et par l'Assemblée nationale. Donc il faut satisfaire les deux assemblées. C'est un exercice difficile. Car si un compromis est trouvé en commission mixte paritaire, il doit être validé par un vote en séance, à la fois par l'Assemblée nationale et le Sénat. Les sénateurs LR qui vont peser dans la balance continuent de discuter avec le gouvernement. Ils devraient revoir Elisabeth Borne demain matin. Et on analyse cette séquence politique, cette crise, ce blocage, cette impasse. Bref, tous ces mots vont être utilisés par nos invités. Christelle Craplet, bonsoir. Bienvenue, vous êtes directrice générale de BVA Opinion. Florent Wadillo, bonsoir. Et bienvenue, président du cercle de réflexion L'Hétairie, enseignant à Sciences Po. Jean-Sébastien Ferjou, bonsoir. Et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes le fondateur, le directeur d'Atlantico. Et Mathieu Croissando, bonsoir Mathieu. Bonsoir à tous. Éditorialiste politique. Bon, on va évidemment beaucoup parler de cette commission mixte paritaire, analyser les rapports de force et ce qui peut ou pas en ressortir. Mais d'abord, peut-être les effets de cette crise politique dans l'opinion, Christelle Craplet. Comment les Français peuvent-ils réagir? Sont-ils en train de réagir? Probablement qu'ils sont assez perdus, je peux dire, parce que déjà c'est assez technique tout ça, donc probablement que c'est assez flou pour eux, tous les contours de ces éléments-là, mais ça donne quand même un petit peu l'image d'un personnel politique, voilà, qui est dans des querelles un peu de chapelle, et ça répond pas forcément à leurs attentes, eux, que ce projet-là, on l'avait vu dans précédentes enquêtes, ils l'approuvaient la plupart des mesures, donc ils peuvent un peu s'interroger sur le pourquoi de cette situation et exprimer une forme un peu de lassitude, et ça va sans doute aussi un peu renforcer peut-être leur méfiance, voire leur agacement à l'égard du personnel politique. Votre avis là-dessus, Jean-Sébastien Ferjou, est-ce que cet épisode peut renforcer le rejet de la classe politique qui s'exprime effectivement depuis longtemps dans à la fois les sondages et puis le vote des Français?
l'abstention qu'on oublie assez vite après un scrutin. Je crois qu'il y a 2 récits parallèles sur ce sujet-là. Il y a le récit que vous venez d'évoquer d'un projet de loi dont les sondages disent qu'une majorité de Français le soutenaient, puisqu'ils sont en attente de mesures sur l'immigration. Et il y a un autre récit qui est aussi, et probablement chez les mêmes Français, ou en tout cas une partie des mêmes Français, qui consiste à penser que sans changer de paradigme, en quelque sorte, sans changer le système en soi, vous pourrez voter autant de lois que vous voudrez. D'ailleurs, on en est à la 20e loi, me semble-t-il, depuis 30 ans. Rien ne changera vraiment sur l'immigration. Si on posait la question dans les sondages aux Français, est-ce que cette loi-là va, selon vous, véritablement changer la situation pour l'immigration dans le pays? Je pense qu'une majorité répondrait non. Et donc, on ne sait pas exactement ce qu'il emportera du récit A ou du récit B. Après, moi, j'ai été quand même un peu perturbé par les éléments de langage du gouvernement, parce que ce qui a été appliqué, ça reste du droit. C'est la Constitution, ça reste l'application aussi de droit parlementaire. Et dire que finalement, la manière dont ça se joue au Parlement, ça relèverait d'un coup de force ou du déshonneur, pour reprendre un certain nombre de qualificatifs qu'on a entendus, je trouve ça assez inquiétant de la part de gens qui ne cessent, eux, de pointer du doigt des populistes qui sont censés être démagogues et qui sont censés être anti-institution, parce que ça relève quand même d'une forme d'antiparlementarisme, et ça s'inscrit quand même dans quelque chose... tout le monde se renvoie cet argument à la face, d'ailleurs. Tout le monde s'accuse d'antiparlementarisme des deux côtés. Est-ce que, Florent Vanillot, la gauche n'est pas en train de devenir le dindon de la farce de cette histoire? On parlait de la réaction de l'opinion. Les électeurs de gauche, la partie, le pied gauche de la réforme, même si on voyait de moins en moins Olivier Dussopt, risque-t-il de disparaître là, dans les jours qui viennent? En tout cas, il est fort probable que l'expression d'une victoire à la Pyrrhus prenne un sens tout à fait amer pour la gauche, parce que il y a eu la volonté de porter en quelque sorte un coup symbolique très fort, et de fait, il est réussi, puisque depuis le début de la semaine, c'est l'échec de Gérald Darmanin, le blocage, etc. Donc en soi, la narration politique qui s'installe, elle est très forte, et c'est une réussite. Donc le coup de stratégie politique, le coup de stratégie politique est assez brillant. Après, il y a l'avenir du texte. L'avenir du texte, c'est quand même plus aléatoire, parce que finalement, la gauche et une partie des écologistes ont renoncé à peser sur un texte, à obliger une commission mixte paritaire à la conciliation pour tenter en fait de trouver une ligne de crête et sauver quelques mesures emblématiques. Et donc, il y a eu la stratégie du pire, c'est-à-dire accepter le durcissement potentiel d'un texte avec une ligne de crête qui est peut-être échouera-t-il, peut-être n'échouera-t-il pas. Et donc finalement avoir à la fin... Mais ça veut dire qu'ils pourront plus le faire, pardon de nous interrompre, là dans cette commission mixte paritaire qui s'annonce, la gauche ne pourra pas peser, sans doute. Alors mathématiquement, la gauche ou la partie ou l'aile gauche de la majorité. Mathématiquement, je vois pas comment, en fait, avec une droite sénatoriale, même talonnée par les centristes, des députés macronistes dont on pense qu'ils ne vont pas partir en dissidence sur ce texte-là. Je vois mal Sacha Houlié partir en dissidence sur ce texte-là, même s'il a fait beaucoup de politique à partir de cela. Du Rassemblement national et des députés LR, je vois mal comment, en fait, la gauche pourrait réellement peser dans un dispositif où elle est ultra minoritaire, et surtout avec une période de préparation extraordinairement restreinte. Ça, on va y revenir sur les conditions d'organisation de cette CMP. Mathieu. Juste sur la déconnexion avec les Français, on peut remarquer quand même que sur l'année, les deux gros couacs parlementaires, c'est-à-dire la réforme des retraites avec le 49.3 et ce qui s'est passé hier, ne répondent pas aux vœux des Français. Pour la réforme des retraites, ils n'en voulaient pas, ils l'ont eu. La réforme de l'immigration, ils la voulaient, ils ne l'ont pas. Donc c'est quand même... Au final, au bout du bout, quel que soit le récit qui s'impose, je veux dire, ça ne... Parce que le texte, là, aujourd'hui, on verra, mais pour l'instant, ils n'en ont pas. Les gens se disent, tiens, si on ne l'a pas le 12 décembre, c'est très très grave, plutôt que si on l'a le 20 ou le... Ça j'entends bien, mais pour l'instant, le signal qu'envoie le Parlement et l'Assemblée notamment, c'est de déconnexion profonde avec les aspirations des Français. Et donc, ça pose cette question, la commission mixte paritaire, effectivement, ça passe peut-être un peu au-dessus d'une partie de l'opinion, mais sauf qu'il y a une acculturation au terme et à la vie parlementaire, et ça, on ne peut que s'en réjouir, évidemment. Elle se réunit lundi, objectif construire un compromis, en tout cas, c'est ce que souhaite la présidente de l'Assemblée nationale. On l'écoute. L'idée aujourd'hui, c'est de réunir ce qu'on appelle cette fameuse commission mixte paritaire. Donc 7 députés, 7 sénateurs. 7 députés, 7 sénateurs. Commission où personne aujourd'hui n'a la majorité. Donc il faut, et c'est l'esprit et l'essence d'une commission mixte paritaire, il faut trouver un compromis. Pour faire un compromis, il faut que chacun fasse un pas vers l'autre. Nous espérons que ça sera le cas parce qu'il faut sortir des postures. Les Français, et nous avons besoin de ce texte, nous avons besoin d'assouplir nos procédures, de les accélérer, de mieux traiter l'asile.
elle va se dérouler sous pression, Florent Badillo, puisqu'il y a d'abord la date, dès lundi, ensuite ça a été annoncé, si elle n'est pas conclusive, c'est le terme employé, c'est-à-dire s'il n'y a pas d'accord, de compromis, le texte sera retiré. C'est ce qu'a d'ores et déjà dit le gouvernement. Est-ce qu'on peut sereinement travailler sous cette pression quand on est parlementaire ? D'abord, il vaut mieux retirer un texte, puisque après une commission mixte paritaire, le dernier mot est à l'Assemblée nationale, et les mêmes causes produisant les mêmes effets. Je pense qu'il y a deux concessions. La première, c'est la date, puisque Sacha Houlié voulait une réunion rapide, il l'a obtenue, le Sénat était pour janvier. Donc je pense qu'on a donné un peu de sucre à Sacha Houlié. La deuxième concession, effectivement, c'est d'annoncer qu'en cas de non conclusif, il n'y aura pas de 49.3. Et ça, c'est quand même, ça n'est pas neutre. Et donc en réalité, la pression, je pense qu'elle est beaucoup plus sur les députés de la majorité qui seraient de la majorité Renaissance, qui serait beaucoup plus enclin à tenter un coup dans le secret de la CMP, puisqu'il faut rappeler qu'il n'y a pas, il y a un compte-rendu assez succinct de la commission mixte paritaire, il n'y a pas le gouvernement présent, et il n'y a quasiment personne pour assister au débat. Donc je pense que tout a été fait pour signaler aux députés de la majorité que un coup politique aurait des conséquences extrêmement lourdes sur le destin. Donc c'est en fait une CMP sous pression, mais uniquement pour ceux qui sont dissipés. Pour la droite sénatoriale ou Assemblée nationale, pour le Rassemblement national, c'est plutôt du petit lait, parce que le texte qui servira de base de discussion, c'est le texte du Sénat, puisque seul le texte issu de la commission des lois, donc quand même assez tronqué par la commission des lois de l'Assemblée nationale, ne peut pas servir de référence. Donc, moi, je pense que voilà, c'est une pression quand même assez unilatérale. Alors justement, sur ce qu'en attendent les sénateurs LR, je vous propose un témoignage, une réaction, pour être plus précis, celle de la sénatrice des Alpes-Maritimes, Dominique Estrosi Sassone. Les lignes rouges, on va réemployer ces termes-là, posés par les sénateurs LR. Je pense que le texte qui a été voté ici au Sénat répond à la volonté et aux attentes des Français, parce qu'il s'agit d'un texte qui est équilibré. Et cet équilibre, nous ne voulons pas qu'il y soit porté atteinte, si ce n'est bien sûr, parce qu'on sait très bien comment cela se passe en commission mixte paritaire, qu'il y ait quand même des points qui puissent être amodiés, amendés, mais à 98% rester sur le texte voté ici au Sénat. Je répète ma question sur l'aide médicale d'État. Est-ce que vous allez accepter d'abandonner cette mesure ? À cet instant, l'aide médicale d'État fait partie des lignes rouges qui ont été votées ici au Sénat par les 2/3 de l'Assemblée sénatoriale. Alexandre Poussard, qui est partout aujourd'hui, vous étiez aux questions au gouvernement, c'est vous, on vient de vous voir face à Dominique Estrosi Sassone. Et donc vous allez nous expliquer ce que contient le texte immigration dans sa version sénatoriale. Effectivement, Thomas, alors d'abord parlons d'une mesure dont on a beaucoup parlé, la régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers en tension. Le texte initial du gouvernement prévoyait une régularisation quasiment automatique de ces travailleurs. La majorité de droite et du centre du Sénat n'acceptait pas cette mesure qu'elle a modifiée en prévoyant que ces régularisations se fassent uniquement au cas par cas, selon le pouvoir discrétionnaire du préfet et après un contrôle de critères très stricts de chaque dossier des travailleurs sans papier. En commission des lois de l'Assemblée nationale, eh bien, les députés Renaissance ont un peu gardé la version du Sénat, mais en assouplissant les critères de contrôle stricts du préfet. Donc sur cette mesure-là, il peut y avoir un compromis lundi en commission mixte paritaire. Alors il y a une autre mesure, et là peut-être que c'est un peu plus compliqué, l'aide médicale d'État. Ah oui, ça c'est une mesure qui coince entre la majorité présidentielle et la droite sénatoriale. On le rappelle, la majorité de droite et du centre du Sénat a voté une réforme de l'aide médicale d'État qui finance les soins des étrangers en situation irrégulière, et ils ont transformé cette AME en AMU, aide médicale d'urgence, avec un panier de soins restreint. Cette dernière modification, eh bien, elle est inacceptable pour la majorité présidentielle. La commission des lois de l'Assemblée a supprimé cette mesure du texte immigration, et pour l'instant, ce qu'on peut entendre de la part des sénateurs Les Républicains, c'est qu'ils ne sont pas prêts à revenir sur cette restriction de l'aide médicale d'État, mais le gouvernement propose une voie de passage sur ce point pour trouver un compromis. On va écouter Hervé Marseille, le président des sénateurs centristes, qui était avec Elisabeth Borne ce midi. L'aide médicale d'État peut faire l'objet, la Première ministre l'avait déjà annoncé, un accord à partir d'un texte qui serait discuté au mois de janvier. Donc, on dit que c'est un cavalier législatif, on peut le sortir du texte immigration et en faire un texte qui soit un texte différent, mais au tout début de l'année. Alexandre, quelles sont les autres mesures qui ont été rajoutées par
la droite et le centre ici au Sénat qui pourraient justement être des points de blocage dans cette négociation. On a bien compris ce qui est en train de se jouer entre les LR et les Renaissance. Et oui, sur ces mesures, on en parle moins, mais les sénateurs ont voté d'autres durcissements de ce projet de loi immigration. Ils ont par exemple prévu que le Parlement puisse fixer des quotas d'immigration chaque année, que certaines aides sociales des étrangers soient conditionnées à au moins 5 ans de résidence régulière en France pour 6 mois actuellement. Ça, c'est une vraie ligne rouge, cette deuxième mesure pour le gouvernement, tout comme le durcissement de l'accès à la nationalité, le durcissement du droit du sol. C'est là où ça coince dans la négociation. Et puis on le rappelle, les sénateurs ont également réintroduit le délit de séjour irrégulier qui avait été supprimé par François Hollande en 2012. Et ils ont prévu que pour les personnes qui sont sous OQTF, obligation de quitter le territoire français, eh bien, elles n'aient pas le droit à un hébergement d'urgence. Toutes ces mesures du Sénat, elles ont été supprimées par les députés Renaissance en commission des lois à l'Assemblée nationale. Ça veut donc dire qu'on est encore assez loin d'un accord entre la majorité présidentielle et les Républicains. Merci beaucoup Alexandre Poussard pour toutes ces explications. Christelle Craplet, je reviens vers vous sur la façon dont les Français jugeaient non pas la version sénatoriale, mais la version initiale de la réforme proposée par le gouvernement. Cet équilibre qui était voulu par l'exécutif et incarné, on l'a dit plusieurs fois ici, par 2 ministres, Gérald Darmanin et Olivier Dussopt. Est-ce qu'ils approuvaient que cette réforme marche sur ses 2 jambes, d'une certaine façon? Oui, tout à fait. Nous, on avait fait une enquête au mois de mai et on avait testé un certain nombre de mesures qui allaient être discutées. Et ils étaient très largement d'accord pour, par exemple, les mesures les plus dures, le fait de faciliter l'expulsion des étrangers en cas de crimes et délits. Mais cette fameuse mesure de régulariser les travailleurs sans papier dans les secteurs en tension, on recueillait aussi un assentiment très majoritaire, 68%. Donc on était sur des mesures qui finalement étaient presque consensuelles, aussi bien celles qui étaient plus dures que celles qui étaient plus en faveur des immigrés. Et ça avait l'air de traduire finalement une forme de « en même temps » qui satisfaisait en tout cas la majorité des gens. Ça, c'était vrai quand la réforme a été lancée. Est-ce que c'est resté, cette espèce d'équilibre, dans les enquêtes d'opinion en tout cas, au fur et à mesure que justement on voyait d'autres versions du texte sortir, notamment celle du Sénat? Il y a toujours eu une forme de pragmatisme quand même sur ces questions-là. Alors oui, sur un certain nombre d'opinions, peut-être que les choses se sont durcies, notamment à la faveur du contexte aussi beaucoup plus sécuritaire et du contexte un peu anxiogène malheureusement de ces derniers temps. Mais sur les travailleurs sans papier, une forme de pragmatisme aussi de beaucoup de gens qui se disent ils sont là, ils travaillent, ils sont là depuis longtemps. Ce serait aussi normal de les régulariser. On n'a pas vu forcément de basculement sur ce point-là. Florent Vadillo, justement, votre avis sur l'équilibre du... Alors là, on peut parler du fond, et je voudrais bien vous entendre les uns et les autres sur le fond. Est-ce que les Français ne sont pas un peu moins idéologues que leurs représentants politiques quand il s'agit de parler d'immigration? Vous voyez ce que je veux dire, Florent Vadillo? J'entends. D'abord, je pense qu'on pourrait se poser des questions sur la manière dont les Français ont été consultés, sondés, et si c'est représentatif d'une ligne de clivage, si le débat a été correctement conduit, si toutes les informations ont été données. Donc je reste assez prudent sur le pragmatisme des Français, parce que quand on sort l'aide médicale d'urgence, quand on sort les métiers sous tension, ça reste quand même 2 éléments du texte qui sont certes très emblématiques, mais qui ne représentent pas l'intégralité du texte, qui va quand même très loin. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, je pense qu'il y a quand même un rabot constitutionnel qui risque de passer si le texte venait être adopté, parce que beaucoup de dispositions sont extrêmement problématiques. La question, par exemple, du conditionnement des aides sociales à 5 ans de présence sur le territoire national, c'est un vrai sujet de rupture d'égalité devant la loi. Donc je ne suis même pas certain, si vous voulez, que l'ensemble du texte en l'état tourne constitutionnellement et puisse passer le cap d'une censure. Donc avant de savoir en fait ce qui sera définitivement mis en application et ce que les Français pourront apprécier ou pas comme pas, je reste assez prudent. Oui, Jean-Sébastien Ferjou, vous disiez tout à l'heure, on ne sait pas, les Français, ils approuvent peut-être le texte, mais il y a aussi une lassitude ou une lucidité face à ce qu'il pourrait vraiment changer pour notre pays. Mais quand même, on dit souvent qu'il y a une demande d'ordre, de régalien sur ces questions d'immigration, mais il y a aussi une forme de lucidité face à des secteurs d'activité qui, tout simplement, ne tourneraient plus aujourd'hui en France sans travailleurs d'origine étrangère ou étrangers avec ou sans papier.
Mais bien sûr, mais c'est pas uniquement de la lucidité sur l'économie, parce que je suis pas certain d'ailleurs que ce soit une très grande lucidité en matière d'économie. Quand vous regardez l'état de l'économie, en réalité, il y a déjà trop de travailleurs par rapport à ce qu'est l'évolution de la productivité française. Donc on va plutôt vers des suppressions massives d'emplois si on se projette à 2 ans que vers un besoin de main-d'œuvre. Il ne faut pas confondre le fait que certains secteurs aient de la peine à recruter pour des raisons qui ont plus à voir avec les conditions d'organisation du marché du travail qu'avec l'immigration en soi et le destin économique de la France. Après, on en revient, et c'est exactement ce qui vient d'être exprimé à l'instant, c'est de toute façon, je pense que toute une partie des Français ont compris que peu importe ce qui était ou pas dans ce projet de loi, à l'arrivée, on leur expliquera que le Conseil constitutionnel ou X juridiction s'oppose à la souveraineté finalement des Français en matière migratoire. Ça, là aussi, vous disiez, on est dans l'application du droit avec la motion de rejet, on sera aussi au combien dans l'application du droit avec le Conseil constitutionnel. Absolument, mais en l'état actuel du droit, il faut respecter ce qu'est le droit actuel. On peut aussi concevoir qu'il y ait une offre politique qui consiste à dire ne renonçons pas à l'état de droit, mais à l'état du droit. Ce qui n'est pas quand même exactement la même chose. Et je pense que ce sentiment de dépossession... Regardez le débat qui a lieu au Royaume-Uni à l'heure actuelle. Et pourtant, ils sont sortis de l'Union européenne. C'est pour ça que je pense que ça n'a pas strictement à voir. Ce n'est pas un discours pro ou anti-européen. La crise politique qui se noue là par rapport aux accords que le Royaume-Uni veut signer avec le Rwanda pour que les demandeurs d'asile soient au Rwanda pendant que leurs dossiers sont traités. Ces crises politiques-là, elles existent partout. Le sujet, c'est que, et le droit ne peut pas régler à lui seul les questions migratoires, mais quand même le sujet, c'est que les Français et les citoyens des démocraties occidentales de manière plus générale se sentent dépossédés de leur souveraineté migratoire. Ils ne comprennent pas pourquoi les magistrats du Conseil constitutionnel ou ceux de la Cour européenne des droits de l'homme devraient décider. Regardez tous les cas qu'on a vus ces derniers jours. Et Gérald Darmanin aurait dû se poser la question en voyant les tweets d'Éric Ciotti lundi matin. Vous avez vu avec ce jeune Ouzbek, me semble-t-il, à qui, enfin le Conseil qui a été expulsé, et le Conseil d'État veut imposer à la France le fait de le ramener. C'est ce qui se produira certainement jamais. Mais ce sentiment-là, que des magistrats se substituent à la volonté souveraine des citoyens en matière migratoire, on peut ne pas partager leurs préoccupations, c'est encore un autre débat. Mais personne ne peut nier qu'il est structurant dans le débat politique. Florent Madio, est-ce que ça accentue le rejet de la classe politique par les Français dont on parlait tout à l'heure? Ce sentiment que de toute façon, même si on a un gouvernement ou une majorité qui essaye d'imposer un texte, de toute façon, il y aura toujours des magistrats pour empêcher de l'appliquer. Je ne suis pas certain que tout le monde connaisse les différents degrés de juridiction et que les magistrats soient l'alpha et l'oméga de... Non, mais il y a souvent des faits d'actualité qui cristallisent effectivement ce sentiment. Ce qui est certain, c'est que l'idée que la politique est devenue impuissante et qu'elle n'est que du bavardage est désormais, je crois, extrêmement bien installée et que ça n'est pas uniquement la faute des magistrats, mais c'est aussi l'incapacité... C'est la faute de l'état du droit. Je ne dis pas que c'est de la faute des magistrats. Les magistrats... C'est un débat, mais en tout cas, à tous les échelons politiques, il y a la question de savoir à quel moment les promesses sont transformées en faits, à quel moment la vie des gens change concrètement. Je pense qu'il n'y a pas que l'immigration en la matière qui pose cette question-là. Donc oui, la question de la capacité de performativité de la vie politique, elle est réellement posée. Et c'est pour ça que cette législature-là, à l'Assemblée nationale, elle a des conséquences particulières parce que la forme de politique spectacle en permanence, elle continue à mon sens d'abîmer le fait que la politique, ça n'est pas uniquement des débats enflammés qui ne finissent sur rien, ça doit être aussi la vie des gens qui se changent de manière considérable et réelle au regard de la crise que l'on traverse. Donc je reste extrêmement dubitatif à l'égard de la stratégie des groupes politiques à l'Assemblée nationale qui corrobore ce sentiment diffus que la politique, c'est beaucoup de verbes et peu d'actions. Et aussi sur la com au cas par cas, moi je ne comprends pas la logique qui est celle du ministre de l'Intérieur. Vous regardez son fil Twitter, tous les jours il vous explique qu'il a expulsé je ne sais pas qui, il fait des listes de noms. Mais le sujet n'est pas de savoir... C'est une façon de dire « je fais ». Et justement, je ne suis pas que dans la communication. J'ai bien compris. Mais je sais que vous l'aviez compris. Mais la question qui se joue derrière, c'est pouvons-nous le faire à environnement juridique égal ou avons-nous besoin de changer les lois? À un moment, il faut quand même traduire la responsabilité des hommes politiques. C'est pas juste, c'est quand même l'articulation entre l'action et le discours sur les changements de loi dont nous avons besoin ou pas. Mais quand finalement on renonce aux uns parce que le discours politique se concentre plus sur de la symbolique ou de l'émotionnel et que dans l'action on est juste un peu dans des moulinets en quelque sorte de dire bah oui s'il faut tordre le bras ici des juges je vais le faire, mais vous voyez bien que ce grand écart-là il n'est pas satisfaisant d'un point de vue démocratique. Mathieu, je voudrais bien vous entendre sur revenons au point de départ de cette réforme incarnée par deux ministres. Olivier Dussopt, Gérald Darmanin, je le disais tout à l'heure. Est-ce que c'était un leurre politique
quand même un objectif réaliste. Comment l'exécutif le percevait parce que là, on voit que ça s'est fracassé sur ça se voulait malin. Réalité. Ça se voulait très malin. L'idée, c'était de diviser les oppositions en faisant, vous savez... Alors déjà, la loi a été présentée quand même façon politique pour les nuls, avec ce slogan « on va être gentil avec les gentils, méchant avec les méchants ». Quand vous expliquez aux gens la politique pour les nuls, généralement... c'est pas une façon de bien les respecter. Ensuite, on leur a dit, on va faire un truc très malin, on va faire voter les mesures les plus dures sur l'immigration par la droite et les mesures les plus favorables pour l'intégration par la gauche. Avec cette idée, on va vendre quelque chose qui était en même temps. Tout ça a été pensé, très voulu, c'est super malin, comme ça on parle à tout le monde. C'était le début, faut se souvenir qu'on est à ce moment-là, à l'automne 2022, et cette majorité, cette assemblée sans majorité, on est à ses débuts. Elisabeth Borne dit qu'on va vendre des majorités de projets. Et là, il y a 2 projets dans un projet. C'est vraiment la chapelle Sixtine de la politique macronienne. Et en fait, qu'est-ce qui se passe ? Ça n'a pas divisé les opposants, ça a fédéré les opposants, ça a additionné les mécontentements. Et ça, ce qui est assez curieux, c'est qu'ils vont se rendre compte assez vite. Il y avait Gérald Darmanin qui incarnait le volet répressif, et puis Olivier Dussopt qui était chargé d'incarner le volet gentil, sauf que Olivier Dussopt passe dans le camp des méchants avec la réforme des retraites, il n'est plus du tout considéré comme un gentil. Et puis surtout, il y a quand même des interrogations. Souvenez-vous, après la réforme des retraites, on se dit est-ce qu'on enterre ce projet ou pas ? Est-ce qu'on le traduit juste par des décrets d'application et on n'en fait pas une loi ? Est-ce qu'on fait 2 textes et pas un ? Et puis, il faut rappeler que Gérard Larcher, le président du Sénat, a dit non, il faut un grand texte, une grande loi qui contient tout ça. Et donc, petit à petit, ça va prendre comme ça. Et Gérald Darmanin, en décidant que le débat commence au Sénat, en première lecture, va dealer avec la droite, et donc ça va déséquilibrer considérablement le texte. Entre-temps, Olivier Dussopt aura disparu des écrans radars, et puis ce volet intégration va réapparaître par petits bouts dans la discussion à l'Assemblée. En gros, quand vous dites aux gens, on va faire un texte de droite avec la droite au Sénat, puis après, non, on va quand même remettre un peu de gauche à l'Assemblée, tout le monde se sent pris pour des endives. Alors, au-delà de l'échec, c'est pas tant l'échec de la méthode Darmanin, on peut contester sa stratégie, je pense qu'il a été très maladroit vis-à-vis de LR notamment, mais c'est l'échec de la méthode Macron. Alors, les débauchages individuels, plutôt que les accords politiques, ça ne marche pas. Alors, est-ce que c'est la fin du en même temps, effectivement, ou de la stratégie d'Emmanuel Macron ? On va en débattre rapidement. D'abord, je vous propose d'entendre la réaction du président du groupe socialiste au Sénat, Patrick Kanner, qui lui parlait cet après-midi de fiasco. C'est un fiasco. Depuis 2022, le président de la République subit une crise institutionnelle. Vous venez d'y ajouter une crise politique majeure et inédite. En jouant sur les peurs, le président de la République attise les braises d'un pays déjà incandescent. Oui, c'est irresponsable. Votre ministre, aux déclarations à géométrie variable, a pris sur lui l'entière charge du projet de loi immigration. Il a échoué. Au travers de son échec, vous avez échoué. Et au travers de votre échec, c'est le président de la République qui a échoué. À vouloir tromper tout le monde, vous n'avez convaincu personne. Vous avez provoqué cette situation. C'est à vous de nous en sortir désormais. Mais puisque vous écartez un nouvel article 49 alinéa 3, quelle sera l'ampleur de la capitulation de la majorité présidentielle en commission mixte paritaire ? Quel sera le prix du renoncement aux valeurs républicaines ? Le en même temps macronien vient-il de se fracasser sur le mur de l'immigration ? Florent Vadillo. Je redonne la parole à Jean-Sébastien Ferjeux juste après. Oui et non. Plutôt non, parce qu'en même temps. Écoutez, je vais être normand plus que macronien. Mais ce que vous disiez, Mathieu Croissando, est très juste. C'est-à-dire qu'il y avait la volonté d'avoir 2 textes, ce qui a été fait pour le nucléaire. On oublie que le nucléaire s'est passé vraiment très facilement à l'Assemblée parce qu'il y a eu une proposition de loi avec les communistes qui a été acceptée par le gouvernement et puis un texte qui est passé comme ça. Et donc finalement, on a été gentil avec les gentils et méchant avec les méchants. Bon. Et donc tout le monde pouvait dire qu'il avait trouvé. Lorsque Gérard Larcher a imposé un texte unique et que le gouvernement y a cédé, il a en fait obligé le macronisme à échouer sur ce texte-là, et parce que les deux n'étaient pas conciliables. Donc ça n'est pas tant la fin du macronisme, du gentil avec les gentils, méchant avec les méchants, que l'échec d'une stratégie politique de négociation avec la droite sénatoriale. Et donc la question que moi, pour laquelle je n'ai pas de réponse, c'est est-ce que le Sénat va continuer à pousser le gouvernement à l'échec et en empêchant en réalité tout échappatoire politique, ou est-ce qu'il va donner un peu d'oxygène au président de la République ? Pour l'instant, c'est plutôt la privation d'oxygène qui semble stratégique. Et on va parler des options pour Emmanuel Macron dans un instant. Jean-Sébastien Ferjeux, je vous ai interrompu, vous vouliez
développer peut-être votre démonstration? Oui, mais je pense que c'est vraiment la fin, qui était déjà en coma avancé, le en même temps en réalité, et encore plus dans la mesure où depuis 2022, il n'y a pas de majorité absolue. C'était un peu masqué. Mais il y a beaucoup de textes qui ont été votés. Alors ils étaient moins médiatiques que ceux-là, mais il y a beaucoup de textes qui ont été votés. Oui, même sur les sujets politiques qui sont au cœur du débat public, que ce soit la sécurité, que ce soit l'immigration, que ce soit, je sais pas, peut-être l'éducation. Même, on voit bien que le en même temps ne peut pas marcher. Le macronisme, ça a été la négation de la politique. C'était de dire finalement, on s'en fiche de la droite et de la gauche, ça c'est un truc pour l'ancien monde. Nous, on est des start-upers, on s'inspire de McKinsey et ou de la Cour des comptes, ou de McKinsey en train de pomper les rapports de la Cour des comptes, parce que c'est aussi pour ça qu'on paye McKinsey parfois. Et nous serons bien meilleurs que tous ces gens qui auparavant prenaient la peine d'aller voir des électeurs et de se faire élire. Ben non, la réalité c'est que ça ne marche pas, parce que vous avez des sujets, ça n'a aucun sens de résumer les choses à gentils avec les gentils, méchants avec les méchants. Enfin, je veux dire, les électeurs de droite ne sont pas des méchants qui voudraient faire du mal aux immigrés, ou pas plus que les électeurs de gauche ne seraient que des gentils qui ne leur voudraient que du bien. Quand vous voyez qu'il y a des rapports de force à 80%, on voit bien que la réalité est plus complexe. Simplement, il faut revenir à la politique. Et ce qu'on voit là, je pense, mais aussi parce que mécaniquement, on arrive à la fin du macronisme, il va y avoir 2027, c'est que le clivage gauche-droite est aussi en train de revenir. Malheureusement, les partis de droite comme de gauche ont de la peine à y donner de la consistance. Ça, c'est un autre sujet, mais il ne faut pas confondre les deux. Il y a l'échec de la méthode Macron, et je vous le disais, qui était sur du débauchage individuel. Individuel. Alors vous dites la fin du macronisme, mais il reste quand même 3 ans. Comment c'est possible ça? Juste pour aller au bout, un accord avec François Bayrou, c'est un accord politique. Ça permet certainement à Emmanuel Macron de gagner, mais c'est un vrai accord politique. C'est un accord de gouvernement, chacun met quelque chose dans le panier commun. Gérald Darmanin et Édouard Philippe, ce sont juste des trahisons. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que derrière, quand ils sont chargés de, eux, aller faire du débauchage auprès de leur famille politique, ça ne marche que chez les déjà convaincus. J'ai envie de vous dire, ceux de droite qui ont envie d'être ministre d'Emmanuel Macron, ils n'ont pas besoin de passer par la case Darmanin. Il y a quand même encore une partie, un socle de soutien à Emmanuel Macron qui est réel, qui bouge pas beaucoup. Qui est d'un tiers, alors qu'il était plutôt de 40% avant la réforme des retraites. D'accord. Donc il a quand même perdu, on va dire, 7-8 points qu'il n'a pas réussi à ravoir. Mais c'est vrai que ça interroge sur la suite, parce qu'il y a quand même une partie d'électeurs qui viennent de la gauche, qui ont soutenu Emmanuel Macron. Et sur un texte comme l'immigration, sur la question plus des valeurs peut-être, si le texte est vraiment très à droite, on peut s'interroger quand même sur le fait que ces gens-là continuent à accorder leur soutien, surtout dans la perspective effectivement de 2027, où il y aura peut-être plus une figure aussi centrale qui l'incarnera. Oui. Alors on a titré ce débat le quinquennat Macron dans l'impasse, avec un point d'interrogation. La première partie, on a fait le constat de la passe. Maintenant, Mathieu, on va essayer de voir quelle carte le président a dans son jeu. Comment peut-il sortir de cette crise? D'abord en se montrant lucide sur la nature et la portée de ce qui s'est passé lundi soir avec ce vote. Ce qui revient au fond à se poser une question, est-ce que c'était une péripétie parlementaire de plus dans cette Assemblée sans majorité, ou est-ce que c'était le début d'autre chose? Lundi soir, tout le monde était sonné au sommet de l'État, sonné de voir au tapis un des projets phares du quinquennat, sonné de voir cette coalition disparate des oppositions l'emporter, sonné de ne pas avoir vraiment vu le coup venir. Et passé le choc et la colère, Emmanuel Macron a toutefois décidé de faire le dos rond. Gérald Darmanin désavoué, il est maintenu. Le texte... le texte retoqué, il poursuivra son cheminement législatif dans une commission mixte paritaire. Et puis on navigue un peu entre le même pas mal et circuler, il n'y a rien à voir. Hier soir, le président a redit à ses ministres qu'il avait réunis à l'Élysée que l'essentiel c'est de tourner la page, de clore la séquence, comme on dit chez les communicants, qu'elle soit positive ou non. Donc il y a même un échec du texte envisagé, puisqu'il n'y aura pas de 49.3, comme si au fond tout ça n'était pas bien grave. Est-ce que c'est une erreur? Oui, parce que quelque chose, à mon avis, a changé dans le vote de lundi soir. En additionnant leurs voix pour refuser d'examiner le texte, les députés des oppositions, ils ont fait fi de leur fonction, c'est-à-dire de leur job de député, de leurs convictions parfois, et de leur prévention à voter ensemble. Pourquoi? Pour se payer Gérald Darmanin et Emmanuel Macron. Et ça a marché. En un vote, ils ont retoqué un texte, mis à jour les impasses du et en même temps, comme le disait tout à l'heure Jean-Sébastien, et puis ils ont fragilisé le pouvoir. Donc je ne vois pas comment, vu le niveau d'antagonisme, la volonté de revanche et la détestation personnelle que certains nourrissent à l'encontre du président, je ne vois pas ce qui les retiendrait de recommencer à chaque occasion qui se présentera dans le futur. La possibilité est donc forte qu'il ne s'agisse pas juste d'un accident de la vie parlementaire, mais bien d'une stratégie de blocage et d'empêchement dont on aurait vu une première étape lundi soir. Et l'Élysée serait bien inspiré de tirer les leçons plutôt que de dire en gros rien ne change, on continue comme avant. Allez, on se projette un peu dans l'avenir. De quel levier
levier dispose le président? Mais jusqu'ici, le président de la République, il s'est échiné à tenter de compenser son absence de majorité en inventant des machins et des bidules comme le Conseil national de la refondation, comme les entretiens de Saint-Denis, ou encore ce rendez-vous avec la nation qui était promis juste avant le bug à l'Assemblée lundi soir, qui est promis pour le mois de janvier par le président. Alors qu'il dispose pourtant de leviers que lui confèrent nos institutions. L'élargissement de la majorité pour trouver les 40 voix qui lui manquent, ce qui supposerait un accord d'appareil avec les LR et donc une forme de cohabitation. Ça plaide pour l'idée d'un remaniement. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné jusqu'à présent. Dissolution, au risque de perdre encore un peu plus de sièges, sans garantie que l'Assemblée en ressorte plus gouvernable, on voit bien un peu la difficulté, ou encore un autre outil que confèrent nos institutions, le référendum, pour se relégitimer sur une question avec le danger, comme on dit traditionnellement, que les Français ne répondent pas à la question, mais plutôt à celui qui la pose. Bref, on le voit, il y a des outils qu'ils n'utilisent pas, ils en inventent d'autres, ce qui explique en gros que tous ces choix hasardeux fabriquent cette hésitation du moment. Alors je voudrais qu'on se concentre sur l'hypothèse d'une dissolution. Pour l'instant, elle est clairement rejetée par le président de la République. On écoute sur ce thème la ministre des Solidarités et des Familles. Elle était sur Sud Radio ce matin, Aurore Berger. Je crois qu'il n'y a aucune raison aujourd'hui de dissoudre l'Assemblée nationale. On a certes une majorité relative, mais il n'y a pas de majorité alternative qui existe. La seule majorité alternative, c'est une arithmétique, une addition qui fait qu'il faut que toutes les oppositions s'allient. Mais est-ce que ça veut dire qu'elles ont toutes le même projet à porter? Je ne crois pas. Je ne crois pas que les électeurs, tant ici de Jean-Luc Mélenchon que de Marine Le Pen, que des Républicains, du Parti socialiste, pensent ou veulent la même chose. Donc il n'y a pas de majorité alternative. C'est aussi la démonstration de ces dernières heures. La dissolution, on va faire un peu de politique fiction. On va voir combien de temps ça reste de la politique fiction. Christelle Grablé, si on votait dimanche, est-ce que le RN, parce que c'est ce qu'on entend régulièrement, en sortirait forcément gagnant? Alors forcément gagnant, on ne peut pas savoir. C'est clair que dans les études d'opinion, il apparaît quand même très souvent comme le gagnant d'un certain nombre de séquences. Voilà, son image s'est considérablement améliorée. Donc il est quand même en position de force. Après, ça reste une élection, ce serait une élection législative à laquelle les gens ne votent pas forcément. Donc il y aurait quand même toute cette question de l'abstention. Est-ce que ça remobiliserait ? Pas sûr. Et est-ce que ça donnerait une vraie majorité? C'est pas sûr non plus. Non, c'est même plutôt l'inverse que certains. Ce serait peut-être encore moins gouvernable après, quoi. Donc ça n'arrangerait peut-être pas du tout la situation. Et effectivement, du point de vue de Renaissance, au regard des données qu'on peut avoir, on peut penser qu'ils auraient peut-être moins de voix ou de députés qu'aujourd'hui. Sébastien Ferjeux. Oui, parce qu'en réalité, on ne peut pas regarder les sondages au niveau national pour une élection législative. Il faut regarder 577 circonscriptions. Je vous invite à lire un article très intéressant publié sur Atlantico ce matin. Oui. Parce que nous travaillons très régulièrement. Il n'y a pas beaucoup de très bons connaisseurs de la carte électorale, mais j'ai un petit vice pour ce sujet-là, et donc on l'a fait avec les gens qui savent de quoi ils parlent. Il n'y a pas de cas où le RN a une majorité, alors, sauf coup de théâtre exceptionnel, s'il y a 40 crépoles dans l'intervalle ou je ne sais quoi, qui changent fondamentalement la donne politique. Au mieux, le RN serait le premier des groupes à l'Assemblée nationale, vraisemblablement avec déjà un coup de tonnerre. Ce qui serait un coup de tonnerre certainement, mais vraisemblablement avec moins de voix que le cumul actuel, Horizon plus Modem plus Renaissance. Donc il serait à la merci du premier 49.3 venu, parce que les autres, là, en l'état, et c'est ce que disait Aurore Berger, il n'y a pas nécessairement de majorité, enfin, c'est pas qu'il n'y a pas nécessairement, il n'y a pas de majorité alternative. Oui. Mais face au RN, on peut imaginer quand même qu'il y aurait une incitation pour les autres partis à renverser un éventuel gouvernement. Oui. Pris dans l'autre sens, on risque de se retrouver, enfin, moi je suis assez d'accord avec ce que disait Mathieu tout à l'heure, très vraisemblablement, ça serait une assemblée qui ne serait pas plus gouvernable que celle-là, sauf à se présenter devant les électeurs dans le cadre d'un accord de gouvernement. Vous faites une coalition. Emmanuel Macron n'a pas compris que quand il n'y a pas de majorité absolue ou pas de majorité possible dans le pays, la Ve République n'est pas un régime présidentiel, mais un régime parlementaire. Mais ça, c'est peut-être temps qu'il le comprenne. Ça, on peut le faire avant ou après le vote. C'est-à-dire, il peut donner... c'est mieux avant, ça marche mieux avant, un accord de gouvernement dans une vraie coalition. À l'allemande, ça se négocie souvent après. Hein, donc, alors, je sais bien que c'est pas notre tradition. C'est anticipé, c'est anticipé quand même. Mais bon, on a bien compris que c'était pas forcément l'avantage d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée nationale. Et encore, c'est une litote quand je dis ça, sauf que si ce qui s'est passé lundi se reproduit, Florent Badillo, il y a bien un moment où il y a un principe de réalité. Si c'est plus possible de faire passer un seul texte ou de faire examiner un texte, je sais pas, je dis pas que ça va forcément se passer, mais il y aura cette tentation de rééditer le coup politique de la part des oppositions. En l'espèce, ça n'était pas n'importe quel texte. Je sais.
ce texte-là, il était quand même outré dans tout ce qu'il a mené comme divergence politique. Donc c'était le texte sur lequel il y avait le moins de réunions possibles. Moi, je vois plutôt une possibilité aussi où, en réalité, on aura un filet d'eau tiède jusqu'à la fin du quinquennat en faisant passer quelques petits textes de temps en temps et en négociant au coup par coup. En réalité, c'est ce qui s'est passé sur le début du quinquennat, jusqu'à ce qu'on arrive à la réforme des retraites et au projet de loi immigration. Ce sont les deux éléments traumatiques. Il n'y en a pas eu beaucoup d'autres sur lesquels il y a eu une maestria politique pour dépasser des difficultés. Donc je crois que là, très clairement, le président de la République, il sait ce qu'il peut faire ou ce qu'il ne peut pas faire au regard de l'épée qu'il a dans le dos, notamment depuis les élections sénatoriales. Alors il y a effectivement des discussions qui portent sur ce texte immigration. Elisabeth Borne a repris la main puisque les LR refusent de discuter avec Gérald Darmanin. Donc elle a reçu les différents leaders du parti LR aujourd'hui. Bis repetita demain, Christelle Grappellet. Est-ce qu'il y a... Parce qu'on avait évoqué ça au début de ce second quinquennat, l'hypothèse effectivement d'un accord qui pourrait être un accord de gouvernement entre Emmanuel Macron et LR. Est-ce que c'est plus du tout à l'ordre du jour, ça ? Pour l'instant, oui, ça paraît peut-être un peu compliqué par rapport à la tension et la situation avec LR. Après, la fin de l'histoire n'est pas écrite, effectivement. Donc, il peut se passer encore plein de choses. Donc, à suivre. Mais voilà, ça paraît un peu... Un Premier ministre issu de LR, moi j'aime bien, je lance des idées, c'est totalement illusoire. Non, pas du tout. Ils en parlent en ce moment. Mais, qui est le chef, oui, c'est ça. Mais après, il y a deux choses. Le Premier ministre, c'est le chef de la majorité. Donc, si vous nommez quelqu'un de LR, c'est pour qu'il soit chef d'une majorité, qui n'est pas trouvable aujourd'hui, mais qui pourrait être trouvable demain. Généralement, la solution la plus simple, c'est de passer un accord d'appareil. Parce qu'il manque 40 députés à la Macronie pour avoir la majorité. Il en a 60 chez LR. C'est le parti avec lequel il pourrait faire un accord d'appareil. LR s'y est toujours refusé. Et puis les LR ont fait la preuve de leur fiabilité cette année. Dès qu'il faut crier, ça turbine. Dès qu'il faut voter, ça se débine. Donc on le voit, c'est pas toujours des partenaires très très fiables. Après, si vous n'avez pas d'accord d'appareil, vous pouvez essayer de trouver une personnalité qui fera autour de lui, qui fera en gros une autorité naturelle sur la droite. Et alors là, on voit commencer à apparaître des noms. Il y a le nom du locataire de ces lieux, le président du Sénat, Gérard Larcher, qui a longtemps été courtisé déjà par Emmanuel Macron et qui peut faire figure de valeur refuge à condition bien sûr qu'il l'accepte, ce qui n'est pas du tout dit, mais parce qu'on considère que Gérard Larcher une forme d'autorité qui permettrait de rallier des LR. Et puis un autre nom qui circulait en tout cas lundi soir, celui de François Baroin, par exemple, qu'on croyait un peu en retrait de la vie politique. J'ai l'impression c'est le nom voilà, c'est donc revient parce qu'on le crédite d'une autorité naturelle. Mais qu'est-ce que ça voudrait dire au fond ? Ça voudrait dire qu'on serait en cohabitation. Parce qu'en gros, avec une figure de droite qui permettrait de faire venir les voix qui manquent à la Macronie, ce serait le faiseur de roi et Emmanuel Macron devrait partager le pouvoir avec quelqu'un qu'il aurait été contraint de choisir et donc ça serait une forme de cohabitation qui ne dirait pas son nom. Moi je crois que la figure en question, elle n'existe pas en réalité, parce que je ne pense pas que Gérard Larcher ou François Baroin ou X, les LR sont très divisés. Regardez déjà, la droite sénatoriale n'a rien à voir et puis elle est capable de travailler avec l'UDI, ce qui est moins le cas quand même à l'Assemblée nationale. Et je ne crois pas que Gérard Larcher aurait avec lui toute une partie des jeunes députés ou des récents députés LR. Il faut regarder, il y a aussi des sociologies électorales qui jouent profondément à partir du moment où il n'y a plus vraiment de logique nationale. Et qu'est-ce qui l'emporte ? La sociologie des circonscriptions précises dont sont issus les députés. Et vu que la droite n'a pas été capable de définir un logiciel intellectuel ou idéologique, pas plus que la gauche d'ailleurs, mais depuis qu'Emmanuel Macron est apparu, ils n'ont rien reconstruit véritablement. C'est quoi la droite ? Est-ce que c'est une droite plus pro-européenne, plus libérale, plus conservatrice, peut-être comme Bruno Retailleau ? Est-ce que c'est la droite d'Aurélien Pradier ? Est-ce que c'est la droite d'Éric Ciotti, qui est plus régalienne ? C'est quoi la droite ? Dans la mesure où eux-mêmes, en l'État, ne sont pas capables de le définir, comment voudriez-vous qu'une personnalité puisse s'imposer à eux par sa simple autorité naturelle ? Moi, je crois que cette hypothèse-là, c'est vraiment Emmanuel Macron qui ne comprend pas la droite de la même manière que Gérald Darmanin lui a survendu sa connaissance de la droite. On a bien vu que non, ce qui se passait en souterrain, c'était pas exactement ce qu'il en percevait, lui. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé à ce débat et à bientôt sur Public Sénat.